Il y a 13 ans, jour pour jour, les attentats du 11 septembre traumatisaient le monde et, ironie de l'histoire, Barack Obama a lancé cette nuit une nouvelle guerre contre les terroristes de l'État islamique. Et justement, John Kerry en Arabie Saoudite pour mettre sur pied cette coalition chargée d'éliminer l'EI. 10 pays arabes affirment ce soir se tenir aux côtés des Américains, mais pas la Turquie. La libération des 45 casques bleus fidjiens enlevés par un groupe rebelle syrien sur le plateau du Golan. Ils sont sains et saufs et ont même pu atteindre ce soir le territoire israélien. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Le 11 septembre 2001, évidemment un jour qui a marqué à jamais l'histoire du terrorisme, et le traumatisme se fait toujours sentir aujourd'hui. Eh bien, c'est presque un recommencement pour l'histoire, puisqu'aujourd'hui, les Américains lancent précisément une nouvelle coalition à l'assaut du terrorisme. Cette fois, c'est l'État islamique qui est dans la ligne de mire, et on va en parler évidemment longuement durant cette édition qui sera presque entièrement consacrée justement au traumatisme du 11 septembre et à la guerre donc, que les États-Unis entendent mener contre l'État islamique. Bonsoir Denis Cherbit. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Nous serons également dans un instant en duplex depuis Paris avec Nicole Bacharan, qui est politologue et spécialiste de l'histoire des États-Unis. Et puis nous serons également avec nos envoyés spéciaux qui se trouvent à la Kyria, à Tel Aviv, Maxime Pérez, Tal Shalev et Firas Ahmed. Cet après-midi, Benjamin Netanyahou a prononcé un discours devant justement un parterre d'experts du contre-terrorisme réunis à Herzliya. Quelle position Israël adopte justement face à l'État islamique et dans cette coalition? On en parlera avec Maxime Pérez dans un instant et évidemment durant cette demi-heure. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward, and freedom will be defended. Wanted, dead or alive, I want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. Alors, comme évidemment chaque année depuis 13 ans maintenant, eh bien, le temps s'est figé l'espace de quelques instants. Tout à l'heure aux États-Unis, à l'heure précise où le premier avion emmené par les terroristes avait heurté la première tour du World Trade Center. Retour sur ces cérémonies tout de suite en images avec Daniel Ziri. Les New-Yorkais se souviennent. Les habitants de la ville ont observé un moment de silence ce jeudi à 8h46 du matin, heure locale, heure à laquelle il y a 13 ans, le premier avion avait heurté l'une des tours jumelles de plein fouet dans l'une des attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire. Même l'endroit le plus bruyant de Manhattan, la Bourse, s'est figé le temps de quelques minutes. À Washington aussi, une journée de recueillement. Des cérémonies ont eu lieu partout dans la capitale et notamment au Pentagone, qui avait également été visé lors des attentats. Le président Barack Obama a lui aussi rendu hommage aux 3000 victimes de la tragédie en compagnie de la première dame Michelle Obama et de son vice-président Joe Biden devant la Maison-Blanche. Il s'est ensuite exprimé au Pentagone. They sought to do more than bring down buildings. Ils voulaient faire plus que détruire nos tours ou assassiner notre peuple. Ils voulaient saper notre morale et prouver au monde entier que leur pouvoir de destruction était plus fort que notre pouvoir de persévérance et de reconstruction. 13 ans après que de petits esprits haineux aient tenté de nous détruire, l'Amérique reste debout et fière. Et guidée par les valeurs qui nous caractérisent, nous serons toujours plus forts. La Pennsylvanie aussi s'est recueillie pour rendre hommage aux passagers du vol 93.
13 ans plus tard, il semblerait que l'émotion reste toujours intacte aux États-Unis. Le traumatisme du 11 septembre 2001 demeure bien vivant dans les mémoires. Voilà donc, traumatisme toujours bien vivace évidemment, et puis nouvelle guerre finalement qui se lance aujourd'hui pour les Américains contre ce fléau qui lui aussi reste vivant, le terrorisme. On va en parler avec donc nos invités, Denis Charbit ici dans ce studio, et je vous le disais en direct avec nous depuis notre studio à Paris, Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis. Bonsoir Nicole. Alors on a vu aujourd'hui, il y a toujours, est-ce que vous le constatez, vous qui connaissez bien ce pays, est-ce qu'il y a toujours cette même émotion? Est-ce que ce traumatisme semble toujours aussi intense aux États-Unis chaque fois qu'on parle du 11 septembre? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est un traumatisme que je partage totalement. Donc, j'ai même pas besoin de me placer dans une situation d'analyste ou autre. C'est quelque chose que je ressens très fortement. Et je pense que, évidemment, plus on était près de l'événement, plus c'était dur d'y repenser. Mais aujourd'hui, c'est à nouveau très dur parce qu'on a le sentiment qu'au fond, c'était un chapitre et dans une histoire qui continue, dans une longue histoire du terrorisme et qui durera certainement, malheureusement, au moins toute notre génération. Ça n'est pas un chapitre clos, ça fait partie, hélas, d'une longue et meurtrière histoire. Alors vous restez avec nous, hein, Nicole, évidemment, depuis Paris, Denis Charbit ici. Denis, effectivement, comme le disait Nicole Bacharan, l'histoire continue. Alors ce n'est plus Al-Qaïda aujourd'hui, c'est l'État islamique et Barack Obama qui, bien comme un hasard fait exprès en tout cas, lance cette nouvelle croisade contre cette fois l'État islamique. Oui, et je dirais que puisqu'on parle d'histoire qui se répète, et là aussi les dates coïncident, puisque je rappellerai qu'il y a un siècle, un tout petit peu moins d'un siècle, Woodrow Wilson, président des États-Unis, élu sur une attitude isolationniste, donc refusant d'engager les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des Britanniques, des Français et des Russes, eh bien finalement s'est rendu à cela et il a mené la guerre qui a permis finalement de remporter la décision. Et je dirais que Obama est un petit peu dans cette même situation. On se souvient qu'il a commencé son premier mandat présidentiel avec le fameux discours du Caire où il tendait la main, le monde libre, capitaliste, occidental, tendait la main au monde musulman pour dire on ferme non seulement le chapitre, mais le livre de cette histoire des relations complexes et tendues, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les États-Unis et le monde arabo-musulman. Et voilà que, alors même que pour lui, une partie essentielle de son mandat, c'est le retrait des soldats américains d'Irak, voilà que, alors certes, il ne décide pas, et c'est important, la nuance est à retenir, il ne décide pas de renvoyer des forces terrestres en Syrie et en Irak, mais il décide quand même non seulement d'y aller, mais de faire comme ses prédécesseurs, pour la première guerre du Golfe, pas pour la seconde, puisque là, Bush, le fils, y est allé seul, mais d'être à la tête d'une coalition pour que les États-Unis, alors qu'ils sont le gendarme du monde, alors qu'ils pourraient très bien y aller seuls, eh bien, vont s'allier de l'Europe d'une part, du monde arabe, on parle de 10 pays, ce qui est énorme par rapport à... C'est presque un pays arabe sur deux. Et il y a quelque chose, je dirais, d'assez tragique, mais en même temps, je dirais que c'est ça, le leadership américain. Et je serais intéressé d'ailleurs d'écouter Nicole Bacharan à cet égard, c'est-à-dire on n'a pas cessé de dire que Obama était dans une sorte de retrait, dans une abstention. Et finalement, il est présent sur le terrain, c'est lui qui y va. Et même si c'est contre son gré, finalement, il va emporter son peuple et son armée là-bas, avec le concours d'autres armées. Et je dirais que là, l'Amérique reste fidèle à sa tradition. Alors justement, Nicole Bacharan, qui est avec nous depuis Paris, comment vous jugez justement l'attitude de Barack Obama, dont on a bien vu qu'il n'avait pas trop envie de se lancer dans des opérations militaires ces derniers mois, et qu'il doit mener cette coalition avec 10 pays arabes ce soir? Barack Obama est le président des États-Unis et ça lui donne les responsabilités qui sont absolument uniques dans le monde.
Comme vous le dites très très bien, Jean-Charles, il n'avait absolument aucune envie de se mêler de la situation actuelle du grand Moyen-Orient, comme on peut le définir. Il était l'opposé dans sa vision du monde et dans sa vision de ce que peut faire l'Amérique, de ce qu'avait pensé George Bush avant lui. On l'avait très très bien senti en 2002, en 2003, à quel point George Bush avait envie de montrer que l'Amérique n'avait besoin de personne. Et c'était évidemment une illusion. Il y a de grandes limites à la puissance. Barack Obama était dans l'optique inverse, comme cela vient très bien d'être dit. Tendre la main, trouver le juste milieu, le compromis. Barack Obama est un homme éminemment rationnel et raisonnable, en ce sens qu'il pense que la raison, ou il ressent en tout cas que la raison est ce qui guide le monde. Et il s'aperçoit aujourd'hui que non. Il y a des gens qui vont contre leurs propres intérêts, qui agissent beaucoup plus par passion, et en l'occurrence par passion meurtrière, que par raison, qui n'ont pas d'autre objectif que de détruire et non pas de construire un projet démocratique ou social ou même religieux. Et face à ce monde passionné, dangereux, meurtrier, honnêtement, vraiment, il ne reste que l'Amérique. J'ai jamais vu des gens en grande détresse, des réfugiés perchés sur une montagne privée de toute ressource. Je les ai jamais vus appeler les Russes ou les Chinois. À la fin, comme je le dis avec mes enfants, pardonnez-moi la familiarité, on appelle la cavalerie. Et la cavalerie, ce sont toujours les États-Unis. Barack Obama n'a pas le choix. Son pays est, de par ses valeurs, de par son histoire, investi de cette responsabilité. Avec cette coalition arabe, Denis Charbit, qui, on le voit, est quand même assez hétéroclite. Ce soir, il y a des pays comme le Qatar, qu'on disait en froid avec ses voisins, mais qui sont là aux côtés de l'Arabie Saoudite. Oui, mais vous savez, dans cette affaire, on a tellement, derrière ce vocable d'islamisme, on n'a pas voulu établir des distinctions, non pas des distinctions pour définir un islamisme radical qui serait sympathique et un autre qui le serait moins, mais on n'a pas compris à quel point ils sont les uns contre les autres tournés, les uns contre les autres se haïssant à tel point que finalement, là où on pensait, avec un peu de naïveté, avec un peu de distance, que c'était le même combat, du Hamas au Hezbollah en passant par l'ISIS, etc. Subitement, on se rend compte qu'il y a des hostilités internes, qu'il y a une sorte de compétition interne. Alors, je ne ferai pas alliance avec les uns contre les autres, mais je dirais que là, clairement, on a isolé celui qui peut faire le plus de mal, non seulement aux minorités qui s'y trouvent, mais je dirais à l'ensemble de la région, d'où cette détermination. Et je crois effectivement qu'il faut saluer, précisément parce qu'il ne voulait pas y aller. Je trouve que ça donne, d'une certaine manière, plus de noblesse, précisément parce qu'on sait qu'il y va à contre-cœur. Bien entendu, je pense que ce qui doit l'obséder aujourd'hui, ce n'est pas tant les opérations, mais qu'est-ce qui se passera après. Et là, pour le coup, on n'a pas encore de réponse, mais je dirais que c'est ça, finalement, aujourd'hui. D'aller à la guerre, beaucoup y sont allés. Le problème, c'est comment on sort de la guerre. Qu'est-ce qu'il y aura après la victoire sur le Daesh. C'est ça, aujourd'hui, finalement, l'inquiétude de ceux qui sont derrière Barack Obama, pas de ceux qui le fustigent d'emblée, quelle que soit la décision qu'ils prennent, mais qui prendra la succession. Ça a été ça le problème. Le problème n'a pas été d'enlever Saddam Hussein. Le problème, c'est de trouver un successeur fiable. Et là, pourtant, il y en a eu un, mais il a très vite révélé ses faiblesses et son incompétence totale et cette anarchie qui a succédé finalement à un Irak tyrannique, sanguinaire, mais qui tenait debout. Aujourd'hui, je crois que c'est ça la grande interrogation. Comment on remplace un pouvoir tyrannique par quelque chose qui tiendra debout? Ouais. Alors, Nicole Bacharan, un mot quand même sur ce qui a peut-être fait basculer à la fois l'opinion des Américains face à l'État islamique, parce qu'on voit qu'ils sont très favorables à cette intervention, mais peut-être aussi Barack Obama. Est-ce que justement les images de ces journalistes américains décapités qui ont circulé sur les réseaux sociaux, même s'il y a eu une sorte de censure qui s'est vite installée, est-ce que ça a joué un rôle ou pas ? Ça a joué un rôle considérable. C'est vraiment ce qui a fait basculer l'opinion. Et ce basculement de l'opinion a permis aussi à Barack Obama de se lancer dans cette guerre, puisque c'est effectivement une nouvelle guerre qui commence. Ces assassinats totalement barbares ont montré à la face du monde ce qu'étaient vraiment ces gens, à quoi on faisait face. Et ça a été ressenti très justement aux États-Unis comme un danger non seulement pour le Moyen-Orient, un danger également
pour les Américains, ceux qui sont sur place ou ceux qui pourraient être à la portée de ces islamistes fous. La crainte également que la menace revienne aux États-Unis ou en Europe par le biais de ces combattants djihadistes formés sur place au meurtre en série. Donc un danger qui vraiment concerne les États-Unis, mais j'ai envie de dire, ça a été ressenti et certainement en Europe également, comme un danger contre vraiment les derniers remparts de notre civilisation. On ne peut pas ne pas agir, on ne peut pas tenter, on ne peut pas laisser, disons, se développer ce que Barack Obama appelle très justement un cancer. Nous sentons tous menacés. Et c'est comme cela que ça a été ressenti très fortement aux États-Unis. Alors le traumatisme est-il le même pour autant avec ce qu'il était il y a 13 ans après le 11 septembre? On va en parler, on va juste écouter des opinions de citoyens israéliens recueillies aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv par Dylan Sidbon. Le monde est-il aujourd'hui mieux préparé qu'il ne l'était il y a 13 ans après la menace des attentats du 11 septembre? Eh bien on écoute ces réactions. Oui, ils sont mieux préparés, car avant ils n'avaient presque rien. Maintenant, ils ont plus de moyens. Oui, je pense que nous sommes mieux préparés, mais ça ne veut pas forcément dire que nous devons être complaisants ou penser que nous avons réglé le problème. Ce n'est pas forcément le cas. Plus nous augmentons le niveau de défense, plus le terrorisme augmente. Je pense que le monde est plus conscient du terrorisme et tente de prendre des mesures plus efficaces contre cette menace. Oui, nous sommes mieux capables de faire face à cela qu'à l'époque du 11 septembre, si nous agissons comme il faut et si nous coopérons avec les bonnes personnes. C'est comme ça qu'on vaincra le terrorisme et qu'on mettra fin aux guerres. Et tout s'arrangera grâce à Dieu. Voilà donc pour ces quelques réactions. Denis Charbit, un mot sur justement ce traumatisme du 11 septembre, mais aujourd'hui cette menace qui revient. Est-ce qu'on peut comparer finalement les deux situations ou pas du tout? L'État islamique aujourd'hui et Al-Qaïda qui avait frappé de cette manière. Je pense que la différence c'est que en 2001 c'était la première fois. Il y avait une sorte d'éblouissement devant quelque chose de saisissement plutôt devant lequel nous étions. Il y avait aussi ce symbole des tours qui s'effondraient. Là d'une certaine manière on est plus, comment dirais-je, on est surpris de voir que 13 ans après, ça se reproduit. Je crois également, et c'est important de le dire, l'effet pervers de la diffusion de ces films. Hein. Vous notiez, vous mentionnez l'importance qu'ont eu ces reportages pour la prise de conscience de ce danger. Je crois que tout le monde en est conscient et d'une certaine manière, je crois que c'est ce qui a peut-être permis d'accorder la légitimité à Barack Obama d'y aller. J'ajouterais également le massacre des Yézidis, population dont on avait, de minorités chrétiennes, dont on avait jamais entendu parler, et subitement, en se disant que là, il y a quelque chose où, c'est vrai, ce sont les fondements de la civilisation qui sont balayés si on ne réagissait pas. Et là, il y a une sorte de guerre humanitaire. Alors certes, Barack Obama prend les précautions, ce sont des frappes aériennes, on verra qui, sur le plan terrestre, va y aller, mais je pense que, d'une certaine manière, on y va de manière plus résolue, en même temps avec plus de lucidité, parce qu'on sait, et je reviens là-dessus, le problème, c'est pas de déclencher la guerre. Le problème, ce n'est même pas la conduite de la guerre. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y aura victoire. Comment cette victoire restera durable sur le terrain et ne se transformera pas en quelque chose de chaotique, aussi chaotique que ce qu'on a connu en Irak. Alors je voudrais qu'on prenne un témoignage à présent au téléphone pour évoquer évidemment cette mémoire des attentats du 11 septembre. C'est Martine Saada qui est en ligne avec nous depuis Paris. Bonsoir Martine Saada. Bonsoir. Alors, vous avez perdu votre fils Thierry, 26 ans, dans ces attentats du 11 septembre à New York, puisqu'il est l'une des 4 victimes françaises de ces attentats. Il était 5, exactement, français. Alors, quand vous, qu'évoque pour vous cette date aujourd'hui, 13 ans après? Est-ce que l'émotion, on l'imagine, reste toujours très forte pour vous? L'émotion est très forte et peut-être même plus forte encore parce que l'absence se fait plus ressentir et encore plus cette année parce que mon fils a eu un bébé après l'attentat et que c'est l'année de sa bar mitzvah du coup. Donc le bébé est né après l'attentat et c'est la bar mitzvah de son fils. Donc l'absence est encore plus profonde, plus grande et elle nous laisse beaucoup de points d'interrogation. On pensait qu'après cette date, après cet événement, je crois qu'il n'y avait rien de comparable. J'ai entendu quelques témoignages avant,
Je crois que le problème, il était le nombre de jeunes qui étaient dans ces tours. Et c'était un phénomène de masse, à la fois à la même heure, à la même minute, enfin, le même jour. Et tout s'est produit vraiment dans... Je ne crois pas que ce soit comparable. À cette époque-là, quand on a vu le désastre, parce qu'on a été sur place, c'est comparable, je pense, à un mini-holocauste ou à quelque chose comme ça. Maintenant, ça a permis aux gens les gens étaient alertés, je dirais, pas alertés. On a pris conscience qu'il pouvait se passer des choses et depuis, le monde a changé depuis ce jour-là. Mais le terrorisme existe toujours aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez, Martin Saada, ces guerres qui sont menées justement contre le terrorisme, et comme le font les Américains aujourd'hui? Est-ce que pour vous c'est important qu'il y ait un combat? Mais je crois qu'on a été trop lent. Je crois qu'on les prévient trop. Je pense que, je veux dire, si on prévient trop l'ennemi avant de taper dessus, il se prépare. Et c'est le problème actuellement. On veut tellement jouer à la démocratie que avec des gens qui ne sont pas des démocrates que finalement... on ne réussit pas un petit peu. Les choses se sont aggravées et plus personne n'a conscience. Au contraire, on a fait beaucoup plus de terroristes, je dirais entre guillemets, et beaucoup plus de petits héros pour eux. Et voilà, je pense que c'est dommage qu'on ait laissé comme ça traîner perdu tout ce temps-là. C'est dommage. Votre fils Thierry travaillait dans l'une de ces tours. Oui, dans la tour qui a été touchée la première. Est tombé la deuxième et il était au 104e étage, donc il n'avait aucune chance. Enfin, c'est après coup on réalise parce qu'au départ on était persuadé qu'il ressortirait. On n'a même pas pensé, même lui, il avait téléphoné pour dire que c'était un petit avion qui avait volé sûrement très bas, qui avait attaqué la tour, qui avait cogné la tour, et on n'a jamais pensé que ça pouvait aller aussi loin. Mais notre inquiétude après a grandi quand on a vu. On n'a même pas vu d'ailleurs sur le moment parce qu'on était au travail. Et notre inquiétude a grandi quand on a entendu qu'une deuxième tour était attaquée et que c'était plus la même situation. Merci Martin Saada pour ce témoignage en direct, en mémoire de votre fils Thierry qui avait 26 ans ce 11 septembre 2001 et qui était à New York. Merci pour votre témoignage. Alors, on ira dans un instant à la carrière. Nicole Bacharan, un mot, puisque vous êtes avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. L'armée américaine qui va frapper donc uniquement par des frappes aériennes. Est-ce que c'est un sentiment que Barack Obama a réussi à faire accepter finalement au Pentagone? On sait que l'armée américaine, par tradition, est intervenue sur de nombreux théâtres. Est-ce que le sentiment des militaires est le même que celui des politiques aujourd'hui? Est-ce qu'on se contente finalement de ces frappes aériennes? Les militaires américains sont souvent, comme les militaires de toutes les démocraties, au fond, ils sont réticents à la guerre. On s'imagine souvent à l'étranger que les militaires ne rêvent qu'une chose, c'est d'en découdre. Pas forcément. Et en particulier au Pentagone, ils ont quand même été très très échaudés par les dernières expériences, très échaudés par ce que décrivait très bien votre invité, par le fait qu'on entre dans une guerre et on ne sait pas du tout comment on en sortira, ce qui va se passer ensuite. Et les frappes aériennes, c'est quelque chose qui a son efficacité, mais dont chacun aujourd'hui peut douter que cela suffise, puisque le projet, c'était effectivement que le relais au sol soit pris par des combattants irakiens de l'armée officielle irakienne, par des combattants kurdes, entraînés et armés par les Américains, entraînés dans la région avec le soutien de certains pays européens. Bon, on a vu l'armée irakienne face à ces combattants islamistes, et l'armée s'est totalement défaite. Donc il y a une inquiétude aux États-Unis, à la Maison-Blanche et au Pentagone, que certes, la volonté absolue de Barack Obama est de s'en tenir là, à des frappes aériennes. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment, une situation, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'Américains qui sont au sol aujourd'hui, qui pourraient exiger que ça aille plus loin? Et évidemment, l'inquiétude est partagée par tout le monde.
Merci Nicole Bacharan, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis. On va retrouver en direct de la Kiryat, le quartier général du ministère de la Défense israélien à Tel Aviv, Maxime Perez qui est avec nous en direct. Bonsoir Maxime. Alors il y a eu cet après-midi un discours prononcé justement à l'occasion de ce 11 septembre et d'un sommet sur le contre-terrorisme par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, on a vu un Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans un registre assez classique qu'on lui connaît bien, celui de la lutte contre l'islam radical, incarné hier par cette traque contre l'organisation Al-Qaïda au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, qui s'est tourné vers ce nouvel avatar islamiste, djihadiste, qui est l'État islamique. Benjamin Netanyahou, qui a apporté très officiellement le soutien d'Israël à cette campagne américaine en préparation en Irak et très probablement en Syrie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui devrait donc débuter par des bombardements aériens. Et le Premier ministre israélien qui n'a pas non plus oublié son agenda avec un réquisitoire assez dur, assez long même, contre le Hamas et l'Iran. Le Hamas qui partage, selon le Premier ministre israélien, cette même idéologie radicale que l'État islamique, que le Hezbollah, que Boko Haram, que toutes ces organisations, que toute cette nébuleuse islamiste qu'il dénonce, et l'Iran, qui est l'émanation suprême, selon lui, de cet axe du mal, à plus forte raison que la République islamique poursuit et cherche à obtenir des armes de destruction massive, et notamment l'arme nucléaire. D'un mot, Maxime Perez, quelle forme justement prend le soutien d'Israël aujourd'hui à cette coalition emmenée par les États-Unis ? Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le gouvernement israélien fait profil bas. Il n'y a pas eu de déclaration démesurée, à part ce soutien exprimé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cet après-midi, pour la simple et bonne raison que la coalition internationale autour des États-Unis est en train de se mettre en place et qu'on ne souhaite pas, évidemment, du côté de Jérusalem, embarrasser le travail de Washington en compliquant la tâche à l'égard des pays arabes, qui seraient évidemment extrêmement réticents à une participation officielle d'Israël à cette coalition. Il y a eu ces derniers jours des rumeurs autour du passage d'informations de renseignements par l'État hébreu, par les renseignements militaires, de photographies et de toutes sortes de détails sur les activités de l'État islamique en Syrie. La Syrie qui est un pays évidemment que surveille de près Israël. Il y a cette inquiétude autour de l'avancée d'éléments djihadistes dans la province de Quneitra sur le Golan. On a beaucoup parlé évidemment du groupe proche d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, mais l'État islamique continue d'acheminer des combattants et des armes depuis la frontière syro-jordanienne, et c'est ce qui nourrit aujourd'hui la principale inquiétude du côté israélien. Merci beaucoup Maxime Perez, donc en direct de la Kiryat à Tel Aviv. Merci à vous, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Évidemment, on va reparler et de la situation en Irak et de cette réunion importante qui a eu lieu à Jeddah aujourd'hui avec John Kerry, le secrétaire d'État américain, dans un instant. On reviendra également sur la libération des casques bleus fidjiens et puis sur les commémorations marquant le 11 septembre 2001 qui ont eu lieu aux États-Unis. Merci à vous, Denis Charbit. On se retrouve dans un instant après une pause. Restez avec nous. Il y a 13 ans, jour pour jour, les attentats du 11 septembre traumatisaient le monde, et ironie de l'histoire, Barack Obama a lancé cette nuit une nouvelle guerre contre les terroristes de l'État islamique. Et à ce propos, John Kerry en Arabie Saoudite pour mettre sur pied cette coalition chargée d'éliminer le I. 10 pays arabes annoncent ce soir se tenir aux côtés des Américains, mais la Turquie a refusé. Libération des 45 casques bleus fidjiens enlevés par un groupe rebelle syrien sur le Golan. Ils sont sains et saufs et ont pu atteindre le territoire israélien ce soir.
Après les paroles, on est donc passé aux actes. Ce soir, le secrétaire d'État américain John Kerry était à Jeddah en Arabie Saoudite où il a présidé une réunion des pays du Golfe afin de mettre en place la fameuse coalition censée éliminer l'État islamique. Pour mettre en pratique le plan annoncé par Barack Obama à Washington, 10 pays arabes dont l'Arabie Saoudite ou le Liban y figurent, mais pas la Turquie qui a décliné l'offre. Léa Berdugout. La tournée de John Kerry au Moyen-Orient a déjà porté ses fruits. 10 pays arabes ont accepté de s'engager aux côtés des États-Unis contre l'État islamique. Parmi les pays concernés, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar ou encore le Liban. L'objectif de John Kerry est de former une coalition pour mettre en œuvre le plan annoncé la veille par Barack Obama. Principaux angles d'action de la stratégie américaine, des frappes ciblées en Irak et en Syrie, un renforcement des troupes irakiennes et enfin l'entraînement et l'équipement des rebelles syriens considérés comme modérés comparés à l'État islamique. En outre, selon un responsable américain, les États-Unis entendent renforcer leur base dans les pays arabes du Golfe et accroître les vols de surveillance. Pour le président américain, un seul mot d'ordre, la coopération. Ce soir, avec un nouveau gouvernement irakien en place et après consultation de nos alliés à l'étranger et du Congrès chez nous, je peux annoncer que les États-Unis vont mener une vaste coalition pour repousser cette menace terroriste. Cette coalition est forgée avec les partenaires des États-Unis au Moyen-Orient, très inquiets de la progression de l'État islamique. Cependant, tous ne s'entendent pas sur les moyens à mettre en œuvre. La Turquie a déjà annoncé qu'elle ne prendra pas part aux opérations armées. D'autres remettent carrément en question cette union. L'Iran a exprimé ses doutes sur le sérieux et la sincérité de cette alliance et a accusé certains pays de la coalition d'avoir fourni un soutien financier aux djihadistes. Pour Moscou, les frappes américaines en Syrie constitueraient une violation grossière du droit international. Du côté des Occidentaux, même s'ils sont nombreux à saluer l'initiative d'Obama, comme François Hollande qui s'est dit prêt à participer à des frappes en Irak, certains doutent de l'efficacité d'une approche uniquement militaire. J'ai invité les pays du G7 à une réunion la semaine prochaine au moment où se réunit l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons discuter avec les États arabes de la stratégie politique à adopter. Donc je peux vous assurer que personne n'est assez naïf pour croire que quelques fusils pour les peshmerga permettront de résoudre le problème de l'État islamique. Une initiative internationale, militaire et diplomatique pour combattre les djihadistes de l'État islamique. Même si les angles d'action ont été précisés, les contours de l'opération restent tout de même à définir. Voilà, et notez que la Syrie, qui n'est pas associée à cette coalition, eh bien, va considérer comme agression toute intervention sur son territoire si elle n'est pas informée au préalable par les membres de cette coalition. La Syrie, justement, où les rebelles du front Al-Nosra, proches d'Al-Qaïda, ont relâché aujourd'hui sains et saufs les 45 soldats fidjiens enlevés il y a quelques jours sur le plateau du Golan. Des négociations s'étaient engagées avec l'ONU, mais les événements se sont accélérés ces dernières heures et les soldats ont finalement pu retrouver le territoire israélien ce soir. Leslie Rezoug. Les 45 casques bleus fidjiens sont arrivés en Israël ce jeudi. Retenus en otage pendant une semaine et apparemment bien traités, ils ont finalement été relâchés par le front Al-Nosra. Cette branche syrienne d'Al-Qaïda avait annoncé cette décision dans la nuit de mercredi à jeudi. Les casques bleus, membres de la force de l'ONU chargée de l'observation du désengagement entre Israël et la Syrie, avaient été capturés sur le plateau du Golan. Leur kidnapping a fait suite à des combats entre l'armée syrienne et des groupes rebelles dont le front Al-Nosra. Leur libération aurait été motivée par les conseils de dignitaires religieux aux responsables du front. Nous allons les libérer même si nous devons mourir, car nous avons des revendications pacifiques, libération de nos frères emprisonnés, apporter de l'aide à nos frères et femmes qui souffrent de sièges depuis des mois et des années et dont personne ne se préoccupe. Même les Nations Unies ne font rien pour nous. Et le groupe islamiste a formulé d'autres conditions pour leur libération. Il réclame notamment de ne plus faire partie de la liste noire des organisations terroristes mises au point par les Nations Unies. Il demande également l'envoi d'aide humanitaire dans les bastions du mouvement et des compensations financières pour 3 de leurs blessés. Selon la presse fidjienne, les rebelles demanderaient aussi la libération de Abu Musab al-Souri, un responsable d'Al-Qaïda arrêté au Pakistan en 2005 et toujours détenu par les autorités syriennes.
Et on évoquait tout à l'heure les cérémonies marquant les attentats du 11 septembre à New York, notamment, événement qui coïncide avec l'annonce de ce plan de Barack Obama pour lutter contre l'État islamique. Preuve que 13 ans après, la menace terroriste n'a pas disparu, même si ces attentats du 11 septembre resteront à jamais dans la mémoire collective. Mathias Inbar. 8h46 du matin, heure new-yorkaise. Un premier avion s'écrase sur l'une des tours jumelles du World Trade Center. 17 minutes plus tard, et alors que le monde pense à un accident, les caméras filment en direct l'improbable. Un second impact, les États-Unis et le monde viennent de comprendre, le 11 septembre 2001 marque l'attentat le plus meurtrier sur le sol américain. Quelques minutes plus tard, à 10h28, cet amas de fer et de verre s'écroule et déclenche un épais nuage de fumée. Du jamais vu dans le ciel new-yorkais, le bilan humain est terrible, 2996 personnes tuées et plus de 6000 blessés. Le cerveau de cette attaque, Khalid Sher Mohammed, a été arrêté en 2003. Il répondait directement aux ordres d'Oussama Ben Laden, leader et fondateur d'Al-Qaïda. Les deux hommes avaient planifié l'attentat depuis l'Afghanistan, à plusieurs milliers de kilomètres de New York. Ce matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes ont pris en otage 4 avions de ligne qui auront en tout frappé à 4 reprises les États-Unis. 2 à New York, 1 au Pentagone et une dernière fois dans un champ en Pennsylvanie. George W. Bush déclare alors la guerre contre le terrorisme. Je veux que justice soit faite. Le monde occidental parle, vous le savez, de personnes recherchées. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je le veux mort ou vif. Nous sommes engagés dans un long combat. Il y aura des batailles, une guerre. Après tout, notre mission, ce n'est pas d'atteindre Oussama Ben Laden et son organisation Al-Qaïda, mais de lutter contre le terrorisme. Une guerre contre le terrorisme, sous toutes ses formes et par tous les moyens, comme si les mots n'avaient pas changé 13 ans plus tard, utilisés par Barack Obama, avec certes une différence pour le président américain, il n'y aura pas cette fois de boots on the ground, en clair, d'incursion terrestre. Je suis déterminé à traquer les terroristes qui menacent notre pays où qu'ils soient. Je ne vais pas hésiter à prendre des mesures contre l'État islamique en Syrie ainsi qu'en Irak. C'est un principe de ma présidence, pas de refuge pour ceux qui menacent l'Amérique. Mais que le peuple américain comprenne bien, ces efforts seront différents des guerres en Irak et en Afghanistan. Il n'y aura pas de troupes de combat américaines en terre étrangère. Entre-temps, Barack Obama a mis fin à la chasse à l'homme lancée par George Bush. Oussama Ben Laden a été tué le 2 mai 2011 dans sa demeure au Pakistan par un raid des Delta Force, les commandos américains. Alors on s'est longtemps demandé ce qui devait être érigé à l'endroit où se trouvaient les fameuses tours jumelles à New York, le Ground Zero comme on l'appelle. Et bien finalement, au bout de plusieurs années, c'est un mémorial qui a pris la place de l'endroit où toutes ces victimes civiles sont tombées. Daniel Ziri. 11 septembre 2001, 2 avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York. 13 ans plus tard, tout le monde se souvient encore de ce qu'il faisait à cet instant précis. Une journée dont le souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires. Le défi était donc de taille. Comment capturer le choc qu'avaient provoqué les images de l'un des traumatismes les plus importants de l'histoire? Il a fallu 5 ans et près d'1 milliard de dollars, mais le mémorial du 11 septembre a ouvert ses portes au public en 2011, le jour du 10e anniversaire de l'attaque terroriste, à l'emplacement exact de l'ancien World Trade Center. Là où étaient autrefois dressées les 2 tours les plus hautes de Manhattan, il y a maintenant un espace plat. Une esplanade composée d'un parc avec 2 bassins carrés de 9 mètres de profondeur, situés dans les empreintes mêmes des 2 gratte-ciels détruits. À l'intérieur, des chutes d'eau pour représenter la chute des tours jumelles. Un lieu construit par le vide qu'ont laissé derrière eux les 3000 personnes mortes dans l'attaque. Leurs noms sont inscrits le long des bordures des bassins. En dessous du parc se trouve le musée du 11 septembre, inauguré en mai dernier. Un lieu qui présente une collection de documents, archives et objets qui retracent les événements et les histoires personnelles des victimes de la tragédie, comme cet uniforme d'un pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions, ou bien encore cette montre, arrêtée à l'heure exacte de l'impact. Un lieu de mémoire, un hommage aux victimes, mais plus qu'un rappel du passé, il représente aussi un avertissement pour l'avenir.
La menace du terrorisme n'est pas un concept lointain. Elle peut, en un instant, frapper le quotidien de chacun de nous, partout dans le monde. Alors, on a parlé évidemment de ce discours de Barack Obama la nuit dernière qui donne les contours de la stratégie américaine pour venir à bout de l'État islamique. 10 pays arabes qui se joignent ce soir aux États-Unis. On va revenir sur la teneur de ce discours avec vous, Nadia Ellis. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste justement dans l'analyse du discours. Alors, qu'avez-vous retenu de cette importante allocution d'Obama ? Eh bien, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur n'importe quel discours. Dans ce cas spécifique, il est très intéressant de voir comment Obama arrive à répondre à des critiques qu'il a reçues tout au long de sa présidence à travers un discours qui normalement n'est absolument pas adressé à ceux auxquels il répond. Donc il s'adresse au peuple américain et tout en lançant comme ça des pics aux critiques qu'il a reçues. Alors tout d'abord, il répond aux démocrates du Congrès qui l'ont critiqué très lourdement il y a 3 semaines en disant qu'il n'avait pas de stratégie justement contre l'État islamique. Et voilà, une des phrases qu'il répète le plus pendant son discours, c'est « Voici notre stratégie, nous avons une stratégie, je vais vous détailler notre stratégie ». Donc ça, c'est une pique pour les démocrates du Congrès. À ceux qui l'ont critiqué d'avoir terminé la guerre en Irak, donc notamment l'ancien vice-président Cheney, il explique en fait que c'est pas aux États-Unis de libérer les Irakiens, c'est aux Irakiens de faire le travail par eux-mêmes. Les États-Unis vont juste les soutenir et les aider. Donc voilà la pique pour ceux qui l'ont critiqué d'avoir arrêté en gros en lui disant « Eh ben voilà, on vous l'avait dit que ça se passerait ». À Hillary Clinton, qui l'a critiqué pour ne pas avoir obtenu en fait grand-chose avec tout le déploiement militaire des États-Unis pendant les dernières années. Il fait toute une liste des réussites militaires des États-Unis pendant les dernières années et il en arrive même à prendre le mérite du désarmement des armes chimiques en Syrie. Ce qui est quand même assez culotté quelque part, puisque... Ils ne sont pas intervenus en Syrie, les Justement. Là, ils vont y aller. Ouais. Et finalement, toujours à Hillary Clinton, qui l'a critiqué de ne pas avoir montré de leadership pendant sa présidence, il explique que, justement, c'est le leadership américain au sommet, ce qui se passe maintenant, et il fait la liste des manières dans lesquelles les États-Unis guident le monde, donc non seulement militairement, mais aussi la recherche scientifique, médicale, l'académie, même l'industrie, les voitures, bref, tout et n'importe quoi. Alors d'un mot, le leadership dont vous parlez, quel leadership justement ? Eh ben, on passe en fait d'un modèle de leadership héroïque à un modèle de leadership quelque part de psy. Donc Obama a dit les Américains peuvent faire une vraie différence, mais ils ne peuvent pas faire pour les Irakiens ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Donc autrefois, les États-Unis, c'était ceux qui allaient sauver le monde, quelque part, sauver les peuples en danger. Aujourd'hui, les États-Unis sont ceux qui vont aider ceux qui sont en danger, mais qui ne peuvent plus faire le travail pour les autres. Donc quelque part comme un psy qui vous accompagne, qui vous donne les moyens de vous sauver par vous-même, mais qui ne va pas faire le travail à votre place. Merci beaucoup Nadia Ellis, donc chercheuse à l'Université de Tel Aviv. Et puis donc, c'était tout à l'heure en direct sur notre antenne, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est lui aussi exprimé sur le terrorisme en clôture du sommet consacré à ce sujet à Herzliya, tout près de Tel Aviv. On écoute un extrait. Ces groupes n'ont aucune morale ou autre obstacle à leur objectif. Quand ils ont donc un pouvoir massif, ils l'utiliseront au maximum et ils feront tout le nécessaire pour exprimer leur zèle religieux fanatique avec des armes de destruction massive. Et vous pouvez simplement imaginer ce qui se serait passé si Al-Qaïda aujourd'hui avait entre les mains des armes chimiques en Syrie. Eh bien, projetez cela sur ce qui se passerait si le régime terroriste en Iran avait des armes de destruction massive, des armes nucléaires. Alors, quand on évoque les constructions de logements à Jérusalem, eh bien, c'est le plus souvent pour dénoncer des tentatives d'Israël d'empiéter sur la partie arabe de cette ville. Eh bien, cette fois, il s'agit d'une annonce de construction de logements à Jérusalem-Est pour les habitants arabes de ces quartiers. Reportage, explication sur place, Maël Benoliel. 130 hectares d'habitation, de parcs, de routes, d'écoles, d'institutions culturelles et de commerce. Un nouveau quartier dédié à la population arabe de Jérusalem-Est. Depuis 7 ans, Kobi Kahlon, président du comité de construction et de planification et maire adjoint de Jérusalem,
tente de faire passer ce projet. La ville de Jérusalem a convenu depuis le début des années 2000 d'une certaine politique visant à développer la ville, avec notamment la construction de nouveaux quartiers et de logements. Ce nouveau plan prévoit d'agrandir un quartier de Jérusalem-Est avec la construction d'au moins 2000 unités de logement. Je pense que c'est légitime et juste, n'en déplaise à certains. Un plan qui a fini par être adopté par le conseil municipal de la ville 3 fois sainte. C'est là-bas, sur le flanc de cette colline, à Sawahle, que le projet visant à construire environ 2000 nouveaux logements pour les habitants de ce quartier de Jérusalem-Est devrait voir le jour. Un projet qui traîne depuis quelques années déjà et qui divise en ce moment même la municipalité de Jérusalem. À commencer par les conseillers municipaux des partis de droite qui se sont vivement opposés à ces futures constructions. Aryeh King est de ceux-là. Ce nouveau quartier va engendrer une continuité territoriale depuis les territoires palestiniens jusqu'au centre de Jérusalem. Et ça va causer une partition du territoire de facto. Après avoir menacé de démissionner, le conseiller municipal a fini par lancer une pétition à l'encontre du maire de la ville, Nir Barkat, et de son plan. Ce dernier a finalement décidé de le renvoyer du conseil municipal. Pendant des années, les habitants de cette partie de Jérusalem ont tout fait pour bénéficier d'un tel plan. Leur objectif, voir se développer leur quartier à l'image de ce qui se passe à Jérusalem-Ouest. Aujourd'hui, alors même que la mairie semble aller dans leur sens, certains habitants ont du mal à y croire. Ça, c'est un mensonge. Cela n'arrivera pas. Avant de nous faire un quartier nouveau, qu'ils agrandissent d'abord les écoles de nos enfants. Les Juifs ont tout ce qu'il faut. Les Arabes, eux, n'ont rien. Et pourtant, nous payons les taxes à la mairie et même les services basiques, il n'y en a pas pour nous. Ce nouveau quartier devrait sortir de terre à l'horizon 2016. Mais ce projet doit encore être approuvé au niveau national par le ministère de l'Intérieur. Une approbation qui s'annonce loin d'être aisée. À Pretoria, suspense à son paroxysme depuis ce matin devant le tribunal de la capitale sud-africaine. Dans le procès de l'athlète handicapé Oscar Pistorius, le juge a commencé la lecture de son verdict. Commencé seulement car cette lecture a été suspendue ce soir jusqu'à demain. Mais on a déjà une idée assez précise du scénario retenu par le juge qui n'est pas celui d'un meurtre. Daniel Ziri. Ça a pris plus de 4 heures, mais la justice sud-africaine a estimé qu'Oscar Pistorius n'est pas coupable de préméditation ni de meurtre. Vu dans leur ensemble, les preuves n'ont pas établi que l'accusé avait l'intention de tuer la victime et encore moins avec préméditation. Je parle ici de l'intention directe. Le parquet n'a pas démontré, au-delà du doute raisonnable, que l'accusé était coupable de meurtre avec préméditation. Il n'y a tout simplement pas assez de faits pour appuyer une telle conclusion. Les charges les plus graves ont donc été abandonnées. Oscar Pistorius a échappé à la perpétuité, mais pas forcément à la prison. 2 options restent ouvertes, une condamnation pour homicide involontaire ou un acquittement. La lecture du jugement avait commencé ce jeudi matin sous haute tension au tribunal de Pretoria en Afrique du Sud. Les reporters et photographes attendaient avec frénésie l'arrivée du champion paralympique, mais surtout le dénouement de ce procès hors norme retransmis de bout en bout à la télévision. Oscar Pistorius est accusé d'avoir tué intentionnellement sa petite amie Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013. Pendant toute la durée du procès, l'accusé avait maintenu avoir pris Riva pour un cambrioleur. Il avait tiré sur la porte fermée de ses toilettes sans voir sa victime. Une version des faits à laquelle la juge sud-africaine semblait adhérer, mais elle a tout de même souligné que le champion sportif a agi trop vite et a fait un usage excessif de la force. Tout ce que l'accusé avait à faire était de prendre son téléphone portable et d'appeler la police ou la sécurité. Il aurait pu courir au balcon et hurler de la même manière qu'il a hurlé après l'incident. Il a été capable d'appeler la sécurité après l'incident. Il n'y a pas de raison ni d'explication pourquoi il n'a pas pu le faire avant de s'aventurer dans la salle de bain avec une arme chargée.
La journée était lourde en émotions pour Pistorius, qui a fondu en larmes plusieurs fois pendant le discours de la juge. Mais à l'extérieur du tribunal, des gens venus soutenir la famille de la victime se sont réunis pour exprimer leur mécontentement face à l'élimination des charges de meurtre et de préméditation. La suite de la lecture du jugement a été renvoyée à vendredi matin. Oscar Pistorius saura alors s'il passera du temps derrière les barreaux. S'il est condamné pour homicide involontaire, il faudra attendre 3 ou 4 semaines avant que la peine de prison soit prononcée. Durant ce délai, la défense pourra plaider des circonstances atténuantes, comme le handicap de l'accusé. Tout de suite, l'économie. Et l'économie ce soir, c'est en lien direct avec la situation en Ukraine, la crise entre la Russie et finalement le reste de l'Europe. Bonsoir Lionel Friedfeld, bonsoir Charles, analyste financier. Alors, il y a d'abord un fait ce soir, c'est le rouble, la monnaie russe qui est un record au plus bas face au dollar. Alors effectivement Jean-Charles, un record de bas face au dollar. 1 dollar est égal 37 roubles, ça s'est jamais vu. Mais en fait, il y a des raisons à cela et effectivement, ce sont les sanctions qui ont été prises cette semaine par l'Union européenne mais qui vont être appliquées à partir de demain, et notamment l'interdiction pour les sociétés russes, notamment les grandes corporates dans le domaine de l'armement, mais aussi du gaz, d'avoir accès au marché financier européen. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a d'autres conditions. Il n'y aura plus de contrats d'export d'armes, notamment en Russie. On l'avait vu cette semaine avec les porte-hélicoptères de la France, les Mistral interdits, ou en tout cas, le contrat est retardé. Et également toutes les technologies civiles qui pourraient servir à des applications militaires. Alors pour l'instant, tout ça est virtuel parce que l'Europe dit qu'elle pourrait très bien revoir ce plan de sanctions si la situation évoluer favorablement sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie, elle, a préparé son plan de contre-attaque. Alors, tout à fait. Et ça a passé par un mot, le gaz, puisque la Russie fournit 27% du gaz européen. C'est considérable. Et en fait, à la veille de l'hiver, il y a simplement une menace, c'est de fermer le robinet de gaz qui transite par l'Ukraine à l'Europe. Et l'Europe sera dans une position délicate. Ça veut dire quoi? Que pour l'instant, qui tient les ficelles les plus grosses? C'est la Russie avec son gaz qui peut vraiment menacer l'Europe, ou ces sanctions vous semblent-elles de nature à affaiblir vraiment encore l'économie? Alors, un peu des deux. Les Européens se sont préparés, ils ont augmenté leur stock de gaz, mais c'est surtout les Américains, grands producteurs de gaz de schiste au monde, qui pourraient réorienter une partie de leur production de gaz, qui devait partir en Asie, aller en Europe, s'il y avait des problèmes. En tout cas, les opérateurs de marché sont nerveux, mais toutes les économies internationales n'ont pas intérêt à un conflit. La Russie, c'est quand même 2000 milliards de PNB. La richesse nationale russe, c'est la 8e économie mondiale, et aucune nation a un intérêt à un conflit prolongé. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. Des sanctions qui doivent entrer en vigueur demain. C'est ce qu'annonce l'Union européenne ce soir. Le sport tout de suite. Et le mondial de basket qui a connu une sacrée stupeur hier soir avec l'élimination du pays organisateur et considéré comme le challenger redoutable des États-Unis dans cette compétition. C'est l'Espagne qui est tombée vaincue par la France, 65-52. Les Français seront donc en demi-finale face à la Serbie. On y revient avec Samuel Calvo. La Serbie est sortie grande vainqueur des quarts de finale les plus incertains de ce mondial de basket. Elle élimine pourtant le Brésil sur le score fleuve de 84-56. C'était vraiment un bon match. Nos joueurs ont eu une superbe soirée, concentrés, durs, physiques, intelligents, très intelligents. C'était vraiment un très bon match pour nous et pour là d'où nous venons. Le basket, c'est autre chose en Serbie. C'est plus qu'un sport, on le vit différemment. Donc je dois vraiment remercier mes joueurs qui ont fait du bon boulot. Si les deux équipes ont débuté cette partie avec un score très serré, au retour des vestiaires, les Serbes ont fait preuve d'un jeu d'équipe parfait qui leur ont permis de se propulser à un niveau supérieur. On a une très bonne ambiance entre nous. On est tous de bons amis. Notre façon d'être hors du terrain, on la retrouve sur le terrain. Les Serbes ont aussi profité de la tension des Brésiliens qui se sont laissés déborder par la pression et l'enjeu de ce match. Avant le début du mondial, j'avais dit que le Brésil était pour moi un des favoris pour une médaille. On savait à quel point ils sont bons, mais on est venu sur le terrain et on a joué, je pense, notre meilleur match. De son côté, le Brésil n'a pas à rougir de sa performance et peut être fier d'avoir atteint les quarts de finale de ce mondial.
Nous avons eu de très bons matchs et on a prouvé qu'on pouvait faire de bonnes choses, que le basket brésilien peut avoir des objectifs très élevés. Cette défaite ne nous fera pas changer d'avis et notre état d'esprit, qui sera de briller lors des Jeux Olympiques au Brésil dans 2 ans. Pour les Jeux Olympiques de Rio, les Brésiliens qualifiés d'office se placent en réel outsider. Et la culture pour terminer. Avec cette polémique à propos de l'une des émissions télé-réalité les plus populaires dans le monde arabe. Il s'agit du show Arab Idol qui récompense un chanteur amateur plébiscité par le public. Or, cette année, parmi les candidats, figurent plusieurs Arabes israéliens. Et l'apparition à l'écran d'une carte d'Israël a suscité un tollé pendant les émissions. Hicham Farid, Leslie Rezoug. L'industrie arabe du divertissement en pleine tourmente. En effet, la nouvelle saison d'Arab Idol aurait choqué le public du monde arabe. La version arabe de la fameuse franchise recrute ses candidats dans différents pays comme le Bahreïn, le Koweït, le Liban, l'Égypte et même au Kurdistan. Et parmi les participants se trouvent également quelques Arabes israéliens. Et c'est justement cette affiliation qui est à l'origine de la controverse. L'année dernière, les candidats arabes d'Israël étaient présentés comme palestiniens. Mais cette année, le nom d'Israël est apparu en anglais sur une carte désignant leur pays d'origine. Une bavure qui a soulevé sur la toile une campagne de condamnation contre l'émission, appelant même à un boycott des votes en représailles à cette décision. Les producteurs du télécrochet ont bien vite présenté leurs excuses, expliquant qu'ils ont par erreur utilisé une carte qu'ils ont trouvée sur Internet. Mais la campagne de condamnation avait déjà pris trop d'ampleur. Arab Idol en est actuellement à sa 3e saison, une saison fortement compromise par ce scandale. La campagne « Appelez-la la Palestine » est largement suivie dans le monde arabe tout entier. Le public exige même l'annulation pure et simple de l'émission. Reste à savoir désormais si les protestations du public porteront leurs fruits. En attendant, l'audimat semble tenir bon. Voilà, et puis une dernière minute à l'instant, une alerte au tir de missiles qui s'est déclenchée dans le nord d'Israël, dans le secteur de Kiryat Shmona, tout près donc de la frontière libanaise. On aura évidemment plus de précisions dans un instant, on vous tient informé. Restez avec nous, le débat sera consacré dans quelques minutes au terrorisme, justement 13 ans après les attentats du 11 septembre, l'État islamique, Al-Qaïda. Peut-on faire un parallèle entre ces deux organisations terroristes? On se retrouve dans un instant, restez avec nous.